constat principal, c'est le fait que le Premier ministre Abe concentre des pouvoirs que l'on n'avait encore jamais vus dans la politique japonaise. C'est simple, jamais un Premier ministre n'avait eu autant de marge de manœuvre que lui aujourd'hui. Là, pour le coup, le Premier ministre Abe se place dans la lignée de ces nouveaux démagogues qui émergent dans de très nombreux pays du monde, dans lesquels on a un homme qui, par une communication efficace, par une réforme des institutions qui souvent préexistent, parvient à concentrer des pouvoirs de manière inédite. Ensuite, le Premier ministre Abe est à la tête d'un parti politique, qui s'appelle le Parti libéral-démocrate, qui contrôle le pouvoir au Japon de manière quasi ininterrompue depuis 1955, c'est-à-dire depuis sa création. Il en est quelque part un des héritiers politiques les plus manifestes, dans la mesure où il appartient à une dynastie politique qui existe depuis la restauration de Meiji quasiment, donc depuis la fin du 19e siècle, et dans laquelle, par exemple, ses deux grands-pères ont été déjà parlementaires. L'un d'entre eux, Nobusuke Kishi, a été Premier ministre entre 1957 et 1960. Le Premier ministre Abe s'inscrit dans l'héritage de son grand-père qui était reconnu comme un grand nationaliste, un grand conservateur, la preuve principale étant qu'il a été considéré comme criminel de guerre de classe A, donc de rang le plus élevé, par les fameux procès de Tokyo conduits par les occupants américains en 1945. Donc le Premier ministre Abe a une sorte de fascination pour son grand-père et s'inscrit dans son héritage, notamment concernant sa vision idéologique de l'histoire. Le Premier ministre Abe a, dans son bagage idéologique, la volonté de modifier la constitution japonaise, et notamment son article 9, qui interdit au Japon de posséder une armée dans l'objectif de faire la guerre. Quand Abe revient au pouvoir en décembre 2012, il a en tête son expérience ratée en tant que Premier ministre une première fois entre 2006 et 2007, où malgré une popularité très élevée en 2006, très rapidement en fait il est devenu impopulaire pour plusieurs raisons, l'une d'entre elles étant un style de communication très aristocratique, très hautain, pas du tout en connexion avec les nouvelles technologies de l'information et avec la communication politique moderne, on va dire. À partir de 2012, il est contraint, et il le fait volontiers, il apprend la communication politique. Il est aidé en cela par des cabinets de conseil privés en communication, et donc il commence à parler de manière simple, à avoir un discours compréhensible, un style tout à fait normal, proche du peuple, et notamment à mettre en scène sa communication sur les réseaux sociaux. Il a par exemple un compte Instagram très actif où n'importe quel citoyen peut le voir dans des situations diplomatiques, serrer la main de chef d'État, mais aussi dans des situations privées qui le mettent en scène au quotidien, dans sa toute simplicité, et quelque part peut développer une sorte de connexion, de proximité avec le chef de l'État, avec le Premier ministre, de cette manière. L'exemple le plus courant de son succès communicationnel est lorsqu'il est arrivé, il est apparu déguisé en Super Mario lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques au Brésil. Typiquement, c'est le genre de choses qu'il était incapable de penser de faire auparavant.